Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Agneau et bienvenue pour un nouvel épisode. Cette semaine, je vous emmène avec moi dans les coulisses, dans les secrets d'une maison vénérable, à savoir la maison Dior. Je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à avoir cette interview. Je pèse mes mots pendant 2 ans. 2 ans, j'ai dû m'accrocher, j'ai dû faire preuve de persévérance et comme toujours, la persévérance, ça paie. J'ai eu le plaisir d'avoir aujourd'hui à mon micro Mathilde Favier, qui est la responsable des relations publiques pour la maison Dior. Elle fait ce job depuis plus de 10 ans pour Dior, mais elle l'a exercé auparavant pour d'autres maisons comme Chanel, comme Prada, et va nous parler durant cet épisode de tous les mystères et tous les secrets de cette profession qui est assez peu connue. On va donc aborder le sujet de qu'est-ce que c'est concrètement que les relations publiques, donc à comprendre comment faire en sorte que des femmes et des hommes portent les objets, les produits finalement de ces grandes maisons, qu'ils en deviennent les égéries, comment créer des liens signifiants. Et donc on est vraiment rentré dans le vif du sujet de ce thème que finalement peu de gens connaissent alors qu'il est pourtant essentiel pour des marques en termes d'image et de branding. On a aussi parlé de certains aspects plus perso de la vie de Mathilde et notamment sa lutte contre le cancer. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Mathilde Favier. Je hais l'administratif. Oui, moi aussi. Et comme moi, à peu près tous les entrepreneurs que j'ai pu croiser dans ma vie d'ailleurs. C'est pourquoi je suis ravie de vous présenter mon sponsor, Conto. Q-O-N-T-O. Avec Conto, fini les formalités à rallonge, vous lancez votre société, il s'occupe des formalités. Statut, publication de l'annonce légale, création de votre micro-entreprise ou SAS, tout ce qu'on déteste. En 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Et vous, pendant ce temps, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Quand j'ai créé Gemio, Conto n'existait pas. Et après avoir galéré des heures sur une plateforme soi-disant géniale qui buguait tout le temps dans tous les sens, vous savez de quoi je parle, j'ai dû aller déposer mon dossier en physique au greffe de Paris. Quelle perte de temps! Chers amis, ne faites pas comme moi à l'époque et profitez de leur offre tout spécialement pensée pour les entrepreneurs ou indépendants. Conto vous gère gratuitement votre création d'entreprise. Seuls les frais légaux restent à votre charge. Une fois votre entreprise créée, vous avez également 3 mois de compte pro offerts avec le code Pauline 2025. Bonjour Mathilde, je suis enchantée. Pauline. Merci 1000 fois d'avoir accepté cette invitation. Ce lieu est fantastique. C'est vraiment votre univers, j'adore du coup être ici, merci beaucoup. Ça nous plonge directement dans le vif du sujet. J'avais envie de parler de relations publiques, un sujet que vous connaissez un petit peu. Un petit peu. Et pourtant je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout ce que c'est. Non, parce que quand on me demande quel est mon métier et que je réponds, je suis la directrice des relations publiques de Dior, spécialisée dans les célébrités pour le monde, enfin tout ce titre à rallonge très sympathique, mais qui veut pas dire grand-chose en fait. Je pense que de diriger les relations publiques, d'abord c'est un métier qui prend sens dans les relations humaines déjà. Je pense que de diriger des relations publiques, c'est déjà, j'imagine d'avoir un carnet d'adresses, des réseaux, des accointances avec certains, que vous me demandiez un service et que je puisse vous le rendre en appelant telle ou telle personne qui elle-même a confiance en ce que je vais faire pour elle. Et si elle-même m'a demandé un service que je lui ai rendu correctement, et voilà, elle sait qu'elle peut avoir confiance et qu'elle peut elle-même me rendre ce service. Je pense que c'est ça, des relations publiques. Donc, c'est s'adresser correctement avec le monde depuis un certain temps et d'avoir donc une certaine crédibilité pour pouvoir avancer et faire en sorte que votre métier se passe le mieux possible. Donc, un métier de relation. Oui, c'est un métier de relation. C'est un métier de relation encore plus maintenant, à vrai dire, qu'on a affaire avec le monde du digital, qui est un monde assez visuel. Je pense que les contacts humains, les relations humaines, elles sont très très précieuses. Donc c'est vrai que les relations publiques, c'est comme un tour de main.
Voilà, c'est comme ça que je décrirais mon métier. Je dirais que, en dehors évidemment de scouter les actrices les plus intéressantes pour Dior, je dirais que l'idée est de faire en sorte que tout roule. De nouer des vraies relations signifiantes, c'est ça? Absolument, absolument, Parce que c'est ça que je trouvais intéressant, et c'est pour ça que je voulais absolument vous avoir sur le podcast, c'est que je trouve que vous allez pas mal à l'encontre de l'image qu'on peut avoir quand on ne connaît pas le monde des relations publiques, Oui, qui est un peu un monde, honnêtement, de façade superficielle, et où en fait, vous, mais après on te connaît pas si bien que ça, Non. mais j'ai l'impression, en tout cas c'est l'image que vous donnez, que vous essayez vraiment en fait de créer des liens et d'avoir des vraies relations, quoi. Mais c'est-à-dire que, vous savez, on a déjà une connotation dont je me fiche totalement. Ça fait partie je pense, de la liberté de mon personnage aussi et de ma personne. On a une connotation de la mode. On a eu longtemps une connotation de gens très superficiels, très légers, très, des petits papillons volants qui finalement attachent beaucoup d'importance à leur apparence. Et pourquoi pas? C'est-à-dire que c'est très important. Et en fait, je me rends compte maintenant en ayant un peu pris d'âge, je trouve que et pourquoi pas en fait, c'est tellement important d'être un peu léger. Si on commence à devenir très très profond et très finalement en introspection, le monde est terrifiant. Il est terrifiant. Donc, il y a des gens qui sont aptes à affronter un monde terrifiant. Il y a des docteurs qui sont aptes à ça. Il y a des génies de médecins. Il y a des chercheurs. Il y a des psys. Il y a des gens qui sont formatés pour ça. Moi, j'étais pas formatée pour ça. J'étais pas formatée pour attaquer un monde trop dur. Donc, ça me va très bien de rester dans une légèreté. Et dans cette légèreté, je trouve qu'on a affaire à des gens absolument remarquables, hyper intéressants, avec des parcours souvent très difficiles, souvent beaucoup plus complexes qu'on peut l'imaginer, et d'y apporter, enfin, ou en tout cas de le traduire d'une manière plus légère ou d'apporter un peu de légèreté à tout ça, c'est très satisfaisant. Voilà. Ça fait qu'effectivement, j'aime les gens. Voilà, je leur donne tout crédit. Quand je suis déçue, dommage pour eux, tant pis pour eux, tant pis pour moi parce qu'on peut se tromper aussi. Mais en règle générale, j'adore sortir d'un entretien ou d'un dîner ou d'un déjeuner en ayant appris sur quelqu'un. Voilà. Je trouve la race humaine, parce que je pense qu'il faut l'appeler comme ça, je pense qu'elle est très surprenante, dans le mauvais comme dans le bon, mais quand c'est dans le bon, j'adore y retenir quelque chose d'un peu percutant. Si on revient vraiment au sujet des relations publiques, toujours pareil, pour essayer de le décrypter, de le comprendre, vous avez expliqué, donc il y a la partie un peu scouting, donc identifier les talents, qui doit être une partie hyper intéressante. Les repérer. Avant qu'ils soient connus, quoi, d'une certaine manière. Tant qu'à faire, oui, c'est ça, c'est la force c'est la force de notre équipe. Et c'est ce que j'ai essayé de créer depuis maintenant une bonne quarantaine d'années. En fait, moi, j'ai démarré chez Glamour. Où j'étais chef des informations. Donc l'idée, c'était justement aussi de glaner des informations à droite et à gauche. À l'époque, on n'avait pas Google, on avait un service qui s'appelait SVP. Et on essayait de se débrouiller comme on pouvait avec SVP, mais c'était justement de se donner du mal pour aller repérer et faire un travail d'enquête journalistique qui était très intéressant. Puis après, ça a été le cas effectivement chez Prada pendant une bonne onzaine d'années. Et c'était enfin, mon rôle était comment vous expliquer bien, en fait, de dispatcher la marque sur les bonnes personnes. Voilà, donc c'était à nouveau un travail d'image qui est très important parce que pour des maisons de couture, en fait, d'être attribué aux bonnes personnes, c'est aussi important que d'être mal attribué aux mauvaises personnes. Donc là, mon rôle était voilà, de faire véhiculer la marque en France sur le bon milieu. Et puis chez Dior, c'est de découvrir des nouveaux talents. Voilà, à travers le monde, on a des équipes hyper bien rodées en Asie, aux États-Unis, en Europe, que je vais visiter régulièrement
Voilà, une équipe très très soudée qui a compris en fait les desiderata de Maria Grazia Chiuri et voilà notre rôle principal c'est d'aller scouter des talents effectivement un peu à l'avance, c'est mieux, voilà. Et puis après, de créer un lien aussi avec eux, comme on disait. Alors après c'est un autre travail, après c'est autre chose, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été signés, on a l'impression de parler de poulains sportifs parce qu'ils sont, c'est en fait c'est la partie que j'adore d'ailleurs parce qu'ils arrivent dans cet univers de Dior qui leur est souvent peu familier. Là, ils découvrent le monde du rêve, vraiment du rêve, une espèce de bulle qui est complètement, d'ailleurs, qui nous met un peu en dehors du monde aussi. Ça, il faut le reconnaître et c'est bien agréable. Parce que là encore, ça nous évade et on a besoin de ça. On a la chance d'avoir à goûter à un monde qui n'est pas le monde réel en fait ici. Donc ces jeunes poulains, je sais pas voilà, elles sont. Je m'occupe des femmes moi, hein, je m'occupe pas des hommes. Ces femmes, elles sont assez exquises parce qu'elles sont toutes très pures et très. C'est très rare en fait qu'on signe des gens qui sont déjà très confirmés dans le monde du cinéma et du théâtre et des artistes. Et donc elles arrivent dans un monde qui leur est peu familier. Et là, effectivement, le but c'est qu'elles fassent partie de la famille. Et quand on fait partie d'une famille, enfin quand on rentre dans une famille, on fait, eux font des efforts en fait pour y être bien acceptés, mais nous on fait en sorte aussi qu'ils y soient confortables et qu'ils se sentent à l'aise. Voilà. Donc l'idée est de construire une relation. Ce qui est intéressant aussi. Oui, puisque ça s'inscrit dans le temps et j'ai cru Oui. comprendre, et vous parliez du carnet d'adresse initialement. Un carnet d'adresse, bon, bah, c'est bien d'avoir un numéro, mais bon, si la personne Ça n'a pas suffit pas voilà, tellement. c'est ça. C'est un peu comme la stagiaire, ça. C'est un peu comme c'est un peu comme la fille qui a été pistonnée pour arriver quelque part. C'est ce que je dis toujours à ces filles jeunes qui viennent me voir. Je leur dis, vous savez, il n'y a pas de honte à être pistonnée. Au contraire, c'est super. Vous avez la chance de pouvoir être aidée. Bon, après, il faut faire ses preuves. Et c'est pas dit que vous les ayez fait non plus. Donc, tout ça est fait pour rassurer les uns et les autres. Voilà. J'étais tombée sur une citation de votre part que j'avais trouvée vraiment intéressante. Je vais vous la lire et je veux bien que vous élaboriez dessus. C'était, si je me trompe pas, je ne ressens pas mon activité professionnelle comme un métier. Je suis faite pour le contact humain. Et en plus, pour avoir essayé de caler un rendez-vous avec vous depuis quasiment 2 ans, voilà, c'est ça. Je sais que vous n'arrêtez pas. Et pour autant, vous dites que, bah voilà, c'est en fait, c'est une passion, quoi, à ce stade. C'est même plus un métier. Alors, écoutez, la première phrase, c'est tant mieux. Ça veut dire qu'au moins, je vois très bien à qui j'avais dit ça il y a un certain nombre d'années et je le pense sincèrement. C'est-à-dire que je pense que c'est vérifié jour après jour. J'aime les gens. Voilà, j'aime les gens, j'aime m'intéresser à eux, j'aime les aider si je peux. Et ça, c'est voilà. Je pense que c'est compliqué après d'insister là-dessus, mais en tout cas c'est une phrase que je ressens de la même façon que je la ressentais quand je l'ai dite il y a une dizaine d'années. La deuxième partie de la phrase, c'était à propos de... Je suis faite pour le contact humain. Oui, c'est ça. Simplement. Donc ça, je suis faite, ça je vous ai dit. Je suis faite pour le contact humain, ça c'est vrai. Mais donc je ne ressens pas mon activité professionnelle comme un métier. Oui, alors après, c'est vrai que ce qui est un métier, je vais vous dire, ce qui est un métier, c'est qu'on a une vie, comme vous me disiez après. Moi, j'ai Instagram, comme vous tous, et j'ai un Instagram qui est assez vivant. Je ne poste pas de photos de moi d'avant, tellement. Je ne me projette pas tellement dans le futur. Et j'ai la chance de vivre dans le moment présent. Et dans le moment présent, c'est vrai que chez Dior, on a une activité débordante et débordée. Et on donne l'impression d'être hyper speed tout le temps. C'est un peu le cas. C'est un peu le cas. C'est-à-dire que là, en plus, dernièrement, il y a eu quand même pas mal d'événements entre l'Inde, le Mexique, Côme, le Festival de Cannes, et qu'on travaille déjà, enfin, hier, voilà, j'ai une fille de mon équipe qui m'a déjà annoncé que le 13 mai prochain, 2024, nous aurons un défilé croisière. Le lieu sera dévoilé en temps et en heure. Donc, c'est vrai qu'on est dans une activité très intense.
mais c'est pas pour ça qu'on est hyper stressé, hyper speedé. Moi, je trouve que c'est un immense luxe de faire ce qu'on aime. Et tant que je ferai ce que j'aime, je continuerai à être, si on peut appeler ça débordée, mais je ne me laisse pas déborder ni par l'affect, ni par la toxicité, ni par le stress, ni par ces choses-là. Il faut que c'est une chance de pouvoir faire ce que j'aime. Voilà. Donc tant que je peux le faire comme ça, tant mieux. C'est encore le cas, mais je ne suis pas débordée au sens voilà, hyper stressée. Quel conseil vous pourriez donner, Mathilde, à par exemple, des jeunes fondateurs d'une marque, pas forcément dans le prêt-à-porter, qui aimeraient commencer à faire des relations publiques et qui ne savent même pas vraiment ce que c'est, à vrai dire, à ce stade, et qui Pour ont faire envie de dans la commencer à se publique, lancer? écoutez, moi, je pense que déjà, à l'heure d'aujourd'hui, si on veut faire des relations publiques, il faut s'intéresser à son époque. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut, je pense qu'il faut effectivement aller se balader sur les réseaux sociaux. Il faut s'intéresser aux marques, il faut s'intéresser à la concurrence, il faut s'intéresser pardon aux gens qui font. Voilà, parce que ça c'est très important. C'est bien joli d'être joli, mais il faut faire. Mmh. Et je pense que il faut apporter et il faut marquer une différence. Donc si on veut faire des relations publiques, c'est à ça, je pense qu'il faut s'intéresser en ce moment. En ce moment, bien Et vous sûr. pensez que c'est possible pour justement une jeune marque qui n'a pas les mêmes moyens qu'une maison comme Dior de faire des relations publiques, ou en réalité, quand on est une trop petite structure, qu'on n'a pas assez de moyens, en fait, c'est pas forcément un combat très intéressant? Non, je pense pas que ça soit une question de moyens. Je pense que quand on défend les couleurs d'une marque, alors j'en fais partie parce que j'ai la chance, encore une fois, j'ai rien demandé et vous imaginez, moi, salariée de Dior depuis bientôt maintenant 12 ans, j'ai la chance d'être très gâtée, même par d'autres marques qui évidemment on se dit cette fille, elle est très sympathique, elle travaille chez Dior, elle va nous aider. Moi, je ne demande pas mieux d'aider. Quand c'est des petites marques, bien sûr, je demande pas Mmh. mieux et que je les aime, parce que Oui, il faut je qu'il y ne ait un poste que ce que j'aime. J'ai la liberté de pouvoir me le permettre, donc tant mieux. Je pense qu'il faut avoir l'audace de faire porter votre produit à des gens qui vous attirent, à des gens en qui vous croyez, et c'est un petit coup d'audace. Voilà, c'est un petit coup de bagou et de se dire voilà, je vais lui faire porter ma petite pochette ou je vais lui faire porter ma petite crème pour les mains et puis on verra bien. Voilà, c'est ça les relations publiques aussi, c'est d'avoir un certain culot quand même. mmh. Moi, j'ai affaire à une équipe géniale de 8 personnes chez Dior dans mon entourage, et elles savent depuis le début, enfin depuis le premier entretien que j'ai avec elles, on ne nous dit pas non. Voilà, on essaye tout. Mmh. On essaye tout, et avant Même qu'elles chez viennent, Dior, ça, c'est très bien intéressant. sûr, surtout chez Dior, parce Mmh. que c'est facile. Quand on est des grosses structures, c'est facile en fait de nous dire oui. Mais je trouve que avant qu'elles viennent me voir en me disant Mathilde, je suis désolée, on nous a dit non. Je vous assure qu'il faut quand même qu'il y ait un sacré tour de manivelle, parce que la persévérance, pour moi aujourd'hui, c'est primordial. Vous voyez, les temps sont compliqués, ils sont complexes, ils sont durs. C'est pas du tout l'époque dans laquelle on vivait avant, qui était beaucoup plus confortable et presque moins exigeante. Aujourd'hui, il y a une telle compétition partout, à droite et à gauche, que il faut se donner beaucoup, beaucoup de mal et persévérer, je pense. Vous auriez un exemple, alors sans citer de nom forcément, mais un exemple, de justement, arriver à avoir ce culot, ou réussir à walk the extra mile, comme ils disent aux États-Unis, pour atteindre un objectif ou toucher une personne qui Non, mais autant. je peux alors oui, toucher des personnes, ça c'est certain, mais j'ai pas un exemple. Non, j'ai un exemple rigolo qui me vient à chaque fois en tête, mais qui montre à quel point, quand on veut, on peut et on y arrive. J'ai un exemple d'une actrice qu'on a habillée au Festival de Cannes, et c'était il y a 6 ou 7 ans, 7 ou 8 ans plutôt, qui était Emma Stone. OK. Donc c'était pas n'importe qui. Et Emma Stone, voilà, remet un prix au Festival de Cannes à la fin du Festival de Cannes. On lui essaye sa robe est magnifique. Elle est malheureusement transparente. On a une demi-heure devant nous. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait?
on décroche des voilages d'un hôtel de Cannes, un grand hôtel de Cannes. Et je me dis non, c'est pas possible. On va la voir. Elle n'était pas sous contrat avec nous. Elle va porter Dior aujourd'hui. On a fait cette robe qu'on adore, qui était vermente, magnifique, qui ne sera pas transparente. Et on a décroché des voilages et elle a monté les marches et elle était magnifique. Il y a des solutions à tout. Voilà, c'est comme ça que je suis créée, c'est comme ça que je suis formatée. Tant que je peux imaginer que ça peut se passer comme ça, tant mieux. Mais maintenant, des exemples pour signer certaines personnes, vous savez, malheureusement, maintenant, c'est beaucoup plus réglo tout ça. Mmh. Voilà, Oui, il y a c'est une plus époque du où tout au c'était un petit peu. bonheur la chance maintenant. Mmh. Où on a les moyens effectivement de signer une actrice qui est encore libre voilà pour hausser les couleurs de Dior ou quelqu'un d'autre le fera pour vous Mmh. malheureusement. Une dernière question sur ce sujet avant qu'on parle plus en détail de vous et du reste de votre carrière, c'est peut-être le souvenir le plus fou que vous ayez eu dans votre carrière de relations publiques, alors au sens large, hein, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit comme un moment particulièrement marquant, enfin je sais pas, une fierté peut-être? Non, il y a eu une fierté bien vous savez, c'est ce qu'on disait avec mon N+1 qui est Olivier Bialobos, qui est le directeur de la communication de Dior, de gros Dior, parfum, beauté, couture, maison. Hem, on a tous eu un coup dans notre carrière. On a tous fait un coup. Moi, j'aime pas dire ça parce que c'était pas un coup, c'est une amie, mais effectivement d'avoir à l'époque habillé, Cécilia Attias, qui était donc la première dame de France avec une marque italienne, ça c'était quand même une prouesse, ça c'est C'était à vrai. l'époque de Prada? Ouais, absolument. Et elle n'était pas habillée dans une maison de couture française. Mmh. C'était sa volonté, c'était une robe qu'elle avait achetée. Mais c'était voilà, c'était un travail de relation publique parce que c'est une femme que j'ai rencontrée, voilà, qui a été mon amie, qui l'est toujours. Enfin voilà, ça c'était effectivement c'était si on peut appeler ça un coup de carrière, c'était un coup de carrière, mais en même temps elle était voilà, on était proches et ouais, et elle a trouvé sa robe et puis voilà. Mais c'était, voilà, quelque chose de, voilà, je pense que ça aura marqué ma carrière. J'aimerais, si ça vous convient, revenir un petit peu en arrière et parler du commencement, remonter à votre enfance. Est-ce que vous pourriez me parler justement de votre enfance? Comment était la petite Mathilde? Où est-ce qu'elle est née? À quoi ressemblait sa vie? Alors, écoutez, Mathilde, elle est née, le 26 septembre 69, à Neuilly-sur-Seine, d'une mère lyonnaise, d'un père français parisien, mère française aussi. Une enfance, je dois dire, très aimée, très choyée, 2 sœurs formidables. Pardon. Une Victoire que vous connaissez peut-être, ma sœur aînée qui est aussi ma marraine, une plus petite qui a 18 mois de moins que moi, avec qui j'ai été élevée comme une jumelle, enfin une jumelle qui est blonde aux yeux bleus et beaucoup plus grande que moi. On a été élevés, on n'a pas beaucoup posé de problèmes. On a été élevés, même je dirais, on n'a pas posé de problème. On a été élevés à l'Institut de l'Assomption, à Lübeck, qui était à l'époque une école de filles. C'est plus le cas, c'est une école mixte, une école où on était en uniforme, en bleu marine et blanc, avec des soquettes l'été et des collants de laine très épais et bleu marine l'hiver. Et effectivement, on a eu une enfance très amusante. Et on a connu à Lübeck d'ailleurs des filles qui sont restées nos amies et qui sont des filles de mode. Emmanuelle Alt, Vanessa Seward, Camille Micheli, Fanfan, Bouscas, tout ça, c'est des gens qui sont restés dans la mode. Voilà. Et alors qu'on a été élevés en bleu marine et blanc et en uniforme. Mmh. Mon oncle, le petit frère de ma mère, c'est peut-être ça aussi qui a marqué un pas dans en tout cas dans ma carrière de mode. Mon oncle Gilles Dufour est le petit frère de ma mère, a travaillé pendant 20 ans auprès de Karl Lagerfeld où il dirigeait, Mmh. avec qui il dirigeait le studio de Chanel. Donc j'ai grandi quand même dans cette ambiance euh, euh, légère.
vraiment Créative légère, aussi. créative, artistique, un peu auberge espagnole quand même, que des filles autour de mon père, un peu cultivée et surtout très fantaisiste. Mmh. Voilà, à la maison on s'amusait et c'était pas du tout conventionnel, même si on était dans un milieu qui était quand même super bourgeois et très convenu. Mais on n'avait pas du tout une vie conventionnelle. On avait une vie. Ma mère est pleine de charme. C'est quelqu'un d'amusant elle-même. C'était gai. C'était assez joyeux. Alors, j'ai une question pas facile pour vous, Mathilde, mais vous me parlez de vos parents. J'aime bien savoir quelles sont les valeurs les plus importantes ou les plus marquantes que vos parents vous ont transmises. Alors, déjà, c'est vrai que quand je vous parle de relations humaines, l'humain avait une place primordiale chez nous. C'est-à-dire que quand il y en avait pour 10 à table, évidemment, il y en avait pour 14. Mmh. Ma grand-mère, la mère de ma mère et la mère de mes grands-mères auraient donné vraiment leur chemise et leur pour aider quelqu'un. On était dans une famille on était dans une, enfin, ma famille est généreuse. C'est des gens qui donnent. C'est des gens qui donnent de leur temps. C'est des gens qui sont bons. Et c'est le don et l'intérêt à l'autre est une valeur très importante chez nous. Voilà. Merci. Déjà. Voilà. C'est pas mal. Vous disiez que vous avez baigné donc très tôt dans le monde de la mode, mais vous avez été attiré par ce milieu dès la plus tendre enfance. C'est arrivé un peu par hasard. Enfin, comment est-ce que vous êtes arrivé à vous y intéresser vraiment? Non, vous savez, c'est pas vraiment arrivé par hasard. Mon oncle était, voilà, c'est cette personne-là. Il connaît beaucoup, beaucoup de monde. Il a eu la chance. À l'époque, on voyageait pas non plus comme des dingues. Ouais. Gilles, il voyageait beaucoup. Il rencontrait du monde partout. Et il a eu accès à ce milieu assez jeune. Et nous, on était comme des petites filles complètement... enfin, on était illuminés là-dedans. Et ça nous a permis, je dois dire, d'avoir très jeune beaucoup de recul sur ce milieu de la mode. C'est-à-dire que on n'a jamais été fan, on n'a jamais été des obsédés de tout ça, on n'a jamais été... Mais en revanche, ça nous amusait. Et je pense que on a gardé quand même... J'ai un souvenir de ma mère qui nous disait toujours... Alors on lui disait le matin, comment on s'habille, même si c'était bleu marine et blanc, comment on t'habille. Un pull, une jupe. Un pull, une jupe. C'était pas un sujet. Vous voyez, la mode régnait un peu à droite et à gauche. Ça nous amusait. On était coquettes. On jouait, moi, peu à la Barbie, beaucoup à la poupée. Mais c'était, ça faisait partie de notre vie, mais c'était pas du tout une obsession. Ça l'a jamais été d'ailleurs. Et donc vous commencez à travailler, vous en avez parlé d'abord au Glamour, si je me trompe pas. Alors moi, j'ai passé un bac B, économie. J'ai travailloté, fait des études. J'ai un DUG de langue étrangère que je faisais à l'Institut catholique de Paris, qui était à cheval avec la Sorbonne. Et parallèlement à ça, comme il y avait quand même très peu d'heures de cours par semaine, je faisais l'école du Louvre. Où là, j'allais étudier, c'était passionnant, des silex et des sols en je sais pas quoi et des voilà. Je me souviens, on se donnait un mal de chien, on allait dans un musée à Saint-Germain-en-Laye, passionnant au demeurant, mais voilà quelle a été ma vie pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, c'est vrai, j'avais très envie de travailler. Et ce fameux oncle Gilles m'a obtenu un stage chez Glamour, Glamour France, qui était à l'époque un bébé Vogue. Et il m'a obtenu un stage auprès de Brigitte Langevin, qui était la rédactrice en chef de la mode de Glamour. Et je suis arrivée dans ce stage que j'ai tellement adoré, auquel je me suis tellement accrochée, qu'effectivement, ils n'ont pas eu d'autre choix que de me garder. J'ai tout donné. Voilà, j'ai donné le meilleur de tout mon charme. Et ça a été le démarrage de ma carrière professionnelle. Vraiment. Parce que c'est là où j'ai rencontré les plus grands photographes, les plus grandes rédactrices de mode, des gens extrêmement amusants et que j'ai fini par croiser tout au long de ma vie, en fait. Vous n'avez jamais envisagé de rester dans le monde du journalisme? Non. En fait, malgré moi, Glamour a fermé, déjà.
Puis j'ai été engagée au téléphone par une de mes amies intimes, Vanessa Van Dulen, qui elle était sur le projet du journal du dimanche, du supplément du journal du dimanche. Elle travaillait dessus. Elle m'a engagée au téléphone en me disant: «Écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour voilà, pour s'occuper de la mode et de devenir rédactrice en chef de ce numéro 0». Ce que j'ai fait, puis sur place là-bas, pendant un voyage de mode, j'ai rencontré le père de mes enfants. J'ai arrêté de travailler pour faire mes enfants. Et puis la vie a fait que, voilà, après, ma sœur aînée m'a dit, voilà, je quitte Chanel pour Dior. Est-ce que ça t'amuse de travailler avec moi sur les relations publiques, justement? Et j'ai dit, mais oui, avec joie, commençons. Et là, c'est Sydney Toledano qui a eu la gentillesse de m'engager. Et voilà, j'ai fait une petite incartade avec Prada pendant quand même un certain nombre d'années. Et puis Sydney et Delphine Arnault m'ont rappelé pour que je commence chez Dior. Et voilà, ça fait 12 ans. Voilà toute l'histoire. Voilà toute l'histoire. Est-ce que vous accepteriez, Mathilde, de parler de votre maladie? Oui, bien sûr. Et de cette lutte face au cancer, parce que donc je suis évidemment tombée sur cette information et je trouvais ça vraiment important d'en parler. Voilà, alors je vais vous en parler avec mes mots, parce que moi je ne me suis jamais sentie malade. Je n'ai pas de cancer du sein dans ma famille. J'ai effectivement, on m'a détecté une petite tache échogène, comme ils appellent ça, dans le sein gauche, m'étant fait, et ça vraiment, je pense que c'est enfin voilà, il n'y a aucune leçon à donner à qui que ce soit, mais si vraiment il y a un mot à dire, c'est d'aller faire du dépistage. J'ai fait ma mammographie tous les ans et pas tous les 18 mois. Et j'ai eu la chance d'être dépistée à temps, très à temps même, de tomber sur une équipe de choc qui est l'équipe du docteur Toledano. Et voilà, je rentre dans ma 8e année. J'allais vous demander à l'époque, vous aviez à peu près quel âge quand c'est arrivé? J'avais 46 ans. Voilà. Très jeune. Oui, absolument. J'étais jeune, donc c'est pour ça que, étant jeune, j'ai fait un traitement. J'en ai absolument pas parlé à l'époque. C'était ma façon à moi d'avancer. Ça m'a apporté énormément, bizarrement. J'ai rencontré des gens hors du commun. J'ai décidé en fait d'aider cette association qui est l'association de l'Institut Raphaël, qui est en fait la maison de l'après-cancer. C'est-à-dire que quand on est soigné et quand on est en période de rémission, on se retrouve souvent un peu comme un chien battu qui voilà, après avoir été très entouré, se retrouve plus ou moins seul. Et là, en fait, au contraire, c'est un institut qui est à Levallois-Perret à Paris, et qui vous administre un parcours gratuit de thérapeutes, tous aussi surprenants et bienveillants les uns que les autres, de la luminothérapie, de l'art-thérapie, de la culinothérapie, voilà, toutes sortes de médecines parallèles pour vous faire du bien, et surtout pour que vous soyez accompagné encore un peu avant d'être d'aplomb pour réattaquer le monde comme il l'était auparavant. Voilà, donc tout va bien. Vous disiez que cette expérience vous avait appris des choses. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Vous savez, ce que ça vous apprend, c'est que face à la maladie, on n'est rien. Voilà, qu'on évolue dans un monde où on a souvent l'impression qu'on est un petit quelque chose de plus. Et en fait, face à la maladie, on est un numéro. Voilà, on est Madame Favier, c'est à vous. Il faut attendre, il faut patienter, il faut les résultats. On a beau être quoi que ce soit, qui que ce soit, ils arrivent en temps et en heure et on peut rien faire pour. Il faut beaucoup, beaucoup d'humilité face à tout ça. Et ça vous en apprend encore plus. Voilà, c'est tout. Et je pense ce que ça vous apporte aussi, mais ça, je pense que j'avais un petit train d'avance là-dessus. Je pense que ça vous ramène aux essentiels de l'existence, qui sont pas si nombreux, en fait, je crois.
Alors, vous me faites une belle transition parce que justement, quand j'approche de la fin, je pose en général pas mal de questions un peu personnelles sur Ouais, les essentiels de ouais, l'existence. ouais. Et alors, la première de ces questions, c'est est-ce que vous auriez vécu à un moment dans votre vie, soit un échec, soit un grand moment de doute, un moment difficile? Je trouve que c'est toujours une question importante parce que ça permet déjà de relativiser, de se rendre compte que même les personnes qui ont du succès en vivent, puis surtout les enseignements que vous en avez tirés. Oui, et puis en plus, vous savez, j'aime bien votre question parce qu'en fait, encore une fois, sur ces réseaux sociaux, les gens se rattachent beaucoup à ça. On a l'impression d'aller toujours très très bien, tout va bien, et voilà. Et Mathilde, qu'est-ce qu'elle est gaie, qu'est-ce qu'elle est Mmh. joyeuse. Oui, c'est vrai que j'ai un terrain joyeux, ça c'est sûr. Mais c'est les échecs qui vous font avancer dans la vie aussi. C'est les échecs qui vous rendent encore plus humaine ou peut-être encore plus à l'écoute ou qui vous forment. Moi, j'ai eu une vie sentimentale assez, enfin, qui Danse. voilà, absolument, et ça m'a beaucoup appris aussi. Voilà, j'ai pas eu la chance de faire les bons choix dès le départ. Voilà, j'ai eu une chance dans ma vie, c'est d'avoir 2 enfants merveilleux. Mais alors vraiment, je pèse mes mots et je les ai faits avec un père fantastique. Voilà, qui n'était pas le mari idéal, mais qui est un père admirable et qui est mon ami. Ça, c'est très important. Hem Et ça n'a pas toujours été des moments très, vous voyez, très faciles. C'est pas simple de Mmh. divorcer, c'est pas simple de se tromper. C'est voilà, j'ai pas eu on va dire que j'ai pas eu un parcours sentimental complètement, longiligne. C'est le cas à présent. Ça, c'est la joie de ma vie, voilà. Donc je pense que d'essayer de bien tomber dans votre vie privée, en tout cas, c'est très important. C'est très important de peu importe, voilà, peu importe qui vous rencontrez, de rentrer à la maison le soir sans avoir peur, sans être triste, en ayant hâte de dormir dans un bon lit, et d'avoir une discussion, avec vos copains, vos copines, qui vous apportent quelque chose, ou en tout cas d'avoir la chance sinon d'avoir quelqu'un qui vous attend à la maison. C'est rien que ça, c'est déjà pas mal. Vous avez le sentiment que par le passé, vous avez pu mettre votre, carrière devant votre vie personnelle? Enfin, en tout cas, vous c'est un regret que vous avez pu avoir? Non, j'ai jamais eu ce regret-là. Non, non, j'ai la sensation, si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Il y a certaines personnes que j'éviterais de faire rentrer dans ma vie, mais bon, tout le monde se trompe. Mais sinon, non, non, je l'ai brodé d'ailleurs. Je ne regrette absolument rien. Vous l'avez brodé? Je l'ai brodé de mes blanches mains. Ça m'a pris un certain temps. C'était sans doute thérapeutique, mais non, non, je regrette rien du tout, du tout, du tout. Une autre question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que vous trouvez beau? Ça peut être au sens littéral, bien sûr, ou sinon, métaphoriquement, ce que vous trouvez beau comme émotion, comme Vous rencontre? savez, ce que je trouve beau, ça se limite à un mot. Ce que je trouve beau, c'est ce qui est vrai. Mmh. Voilà. Je trouve que c'est jamais laid quand c'est vrai. C'est jamais vulgaire quand c'est vrai. C'est jamais moche. C'est jamais, c'est pas vilain. C'est toujours touchant. C'est toujours émouvant. C'est toujours très beau. C'est toujours joli. C'est toujours, voilà. La vérité, elle est, pour moi, elle est jamais décevante. J'aime beaucoup cette réponse. Est-ce que vous pourriez me dire à l'inverse, qu'est-ce qui vous irrite? Qu'est-ce qui vous met, mal à l'aise ou Alors, vous enrage un peu? moi, je dois avouer que je me réveille de bonne humeur. OK. Voilà, je suis ainsi formatée. Mais très vite, je peux l'être de mauvaise humeur. Si on m'agresse, si on me contredit, si on me met en, heu attendez, comment je pourrais vous dire ça? Si on me met dans le doute, si on m'agresse, si on me stresse, si on me détranquillise, ça me met de mauvaise humeur. Après, comment je pourrais répondre à votre question? Vous m'avez dit? Qu'est-ce qui vous irrite? Qu'est-ce qui m'irrite? Pardon. Ce qui m'irrite, alors, ce qui m'irrite, ce qui me rend dingue, mais je suis pas balance pour rien, c'est l'injustice. Ça, je trouve épouvantable. Épouvantable de que des gens s'en sortent en étant injustes. Voilà. Ça, je trouve que c'est effrayant.
Ça me révolte. Est-ce qu'il y a une cause qui vous tient particulièrement à cœur? Oui, bien sûr, les causes des femmes, des femmes, justement, les femmes maltraitées, mais maltraitées moralement, maltraitées, mal soignées, mal. Oui, ça me tient à cœur. L'enfance aussi maltraitée me tient à cœur. Ce qui est maltraitance me tient à cœur. Voilà, je trouve ça injuste, je trouve ça abominable. En fait, voilà, ça n'a pas de mots pour moi. Bah ça rejoint d'ailleurs cette idée d'injustice. Voilà. Encore une question. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation qui vous tient à cœur, que vous aimez, peut-être que vous vous rappelez? Alors, il y a le « je ne regrette rien, rien de rien », ça bien sûr. Vraiment, mais parce que qu'est-ce qu'il y a comme... je trouve qu'il faut... alors, il y en a plusieurs, des maximes. Je trouve qu'il faut effectivement balayer cette fois devant sa porte avant d'y mettre un jugement. Je pense qu'on connaît rien de rien, de la vie, des gens. On connaît rien pour se permettre de juger. Donc surtout déjà à l'heure des réseaux sociaux. Voilà. Donc si on peut déjà éviter de juger, c'est pas mal. Mais je me l'administre à moi-même aussi. Hein. Je trouve que c'est très facile en fait d'émettre un jugement. Il faut pas. Voilà, parce que je pense que quand on regarde et quand on écoute, on réalise qu'en fait, voilà, chacun a eu une vie et que elle a peut-être pas été aussi simple que ce qu'elle n'en paraît. Et après, j'adore une phrase que ma mère dit souvent, qui est « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Parce que je trouve que parfois, mais ça me joue des tours aussi. Mais je trouve que il faut tirer un crédit en fait de ce qu'on a tout de suite, souvent, plutôt que de reporter. Et que je trouve que quand on vous propose il faut saisir sa chance. Voilà, c'est en ça que je traduis cette phrase-là. Être dans l'instant et savoir saisir les opportunités. Voilà, je trouve que le futur, reporté, on sait pas de quoi il est fait. Mais quand on vous propose quelque chose et quand quelque chose arrive dans votre vie au moment présent, il faut savoir choper sa chance. Ça, c'est quelque chose que vous avez fait par le passé, de saisir votre chance? Oui. Je vous assure que oui. Ah oui, alors, et je remercie le ciel sans arrêt. Je suis quelqu'un qui a eu de la chance, absolument. Mais j'ai su lâcher, enfin, voilà, j'ai su la saisir au moment où il fallait, ce qui ne m'a pas, encore une fois, je vous dis, ça m'a pas exonéré de soucis, mais j'ai eu de la chance et j'ai su la prendre au moment où elle se présentait. Ça, oui. Encore quelques petites questions. Alors celle-ci, elle n'est pas facile, je vous préviens. Est-ce que vous avez une croyance qui est controversée? Ce que je veux dire par là, c'est que globalement, vous constatez que le monde autour de vous n'est plutôt pas très en phase avec l'une de vos croyances. Non, voilà, la première de mes croyances, c'est que je crois en Dieu. Voilà, je suis catholique et je suis croyante. Et c'est vrai que quand on regarde le monde d'aujourd'hui, on pourrait douter. Mais je me raccroche à mes croyances. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé d'avis? Ça peut être récemment ou ça peut être il y a quelque temps et vous constatez que avant, vous pensiez différemment. Bonne question. Est-ce qu'il y a un sujet est-ce qu'il y a un sujet sur lequel j'ai... Oui, il y a un sujet. Alors, j'ai pas beaucoup changé d'avis, mais je dois dire que je suis beaucoup plus indulgente sur ma ville, Paris. J'ai été très contrariée contre le maire de Paris. Et je le suis moins, parce que je pense que, même si c'est pas fait d'une façon très à droite, et que ça fiche un bordel sans nom, quand même, dans notre ville, et qu'on peut clairement plus conduire. Moi, j'adorais conduire à Paris, je peux plus conduire dans Paris. Je pense que les choses sont faites pour que notre ville aille mieux, et donc j'essaie d'être plus, on va dire, plus conciliante et plus indulgente sur ce que je ressentais auprès de notre mère. Donc, est-ce la sagesse, Mathilde? Sans doute, mais même si je ne peux plus conduire dans ma petite voiture à Paris, je pense que tout ça est fait pour que notre ville aille mieux. Voilà, donc j'ose espérer que dans un certain nombre d'années, j'espère que je serai toujours là pour le voir et que ce ne sera pas dans une 50aine d'années, mais plutôt dans une 10aine ou une 15aine d'années, Paris ira mieux et qu'on y roulera bien et qu'on sera heureux d'être dans cette ville qui est quand même
ma ville favorite au monde. Mais ça, c'est parce que vous êtes aussi une très belle optimiste. Oui, sans doute, sans doute aussi. Parfait. Et la dernière question, c'est est-ce qu'il y a un livre, ou ça peut être aussi un objet culturel, c'est-à-dire un film, une musique, mais a priori plutôt un livre qui vous a particulièrement marqué, qui vous a peut-être transformé, changé, dont vous pourriez nous parler? Non, alors il y a 2 livres. Là, vous tombez bien parce que je viens d'en terminer un que je vous recommande, qui est une sublimité d'histoire d'amour qui s'appelle Gioconda, qui m'a été offert très dernièrement. Je vous dis, la semaine dernière, je l'ai lu dans le train. Ça se lit en très vite. C'est une des plus jolies histoires d'amour que j'ai jamais lues. C'est l'amour pur à 17 ans. Voilà. Gioconda, c'est un auteur qui s'appelle Nikos. J'ai même pas le nom de l'auteur. Donc grec. Oui, il est grec. Okay. C'est une histoire qui s'est déroulée en Crète au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc ça vous dit quelque chose? C'est magnifique, non? C'est voilà, je l'ai déjà offert une dizaine de fois. Je l'ai laissé sur le bureau de toute mon équipe et je recommande à tout le monde de le lire. C'est un ravissant roman d'amour qui peut vous faire quand même verser quelques larmes, voilà. Et sinon un autre livre qui m'a beaucoup marqué, je l'ai lu comme par hasard au moment où j'ai eu ce petit pépin de santé. C'est Les Mains du Miracle de Joseph Kessel. Je savais pas du tout que Joseph Kessel avait écrit un roman qui va être adapté bientôt au cinéma, qui a écrit un roman sur un mage en fait qui est aussi un sage, mais qui est surtout un mage et qui a dans ses mains un pouvoir magique et qui a notamment le pouvoir de soigner un criminel de guerre qui est Himmler, qui avait de très gros rhumatismes qui l'empêchait même de vivre, et ce mage en fait est la seule personne au monde qui a réussi à le soigner. Donc c'est tout un paradoxe entre ce don qu'a cet homme et le métier qui passe avant, puisque il permet à cet homme de continuer à être un monstre, en gros. Voilà. Donc ça, c'est un livre que j'avais découvert il y a 7 ou 8 ans et que j'avais vraiment qui m'a beaucoup marqué. Mathilde, je vous remercie, c'était passionnant. Je vous en prie. Pour terminer, la coutume de ce podcast, c'est de proposer aux personnes qui nous écoutent de vous suivre. Et donc, je crois que le meilleur moyen de le faire, donc, c'est Instagram, si je comprends bien. Oui, absolument. Puisque je vous suis également sur Instagram et que c'est très divertissant. Et puis alors, ça fait rêver. Il y a des robes. Je sais pas si c'est divertissant. En tout cas, c'est fait pour alléger la vie. Donc, tant mieux si ça l'allège. En tout cas, c'est beau. Tant mieux. Oui, mais ça, c'est majoritairement Instagram, si je me trompe pas. Alors, c'est majoritairement Instagram. C'est oui. À vrai dire, c'est sur Instagram, mais vous allez m'écouter d'abord sur votre podcast, et puis vous allez voir, j'ai un joli projet qui va voir le jour au mois de mars, et je viens de signer mon premier livre, qui n'est pas un livre sur moi, qui est un livre sur Paris, et qui est pour les uns et pour les autres, pour découvrir la beauté de Paris à mes yeux. Ah bah ça me ferait plaisir dans ce cas je reste en contact, comme ça en mars je me ferai un plaisir de le lire. Voilà, c'est un très beau livre qui va sortir chez Flammarion. D'accord. Ça fait je crois 290 pages et on s'est beaucoup amusé à faire ça. Le photographe est Pascal Chevalier, la journaliste est Frédéric Dedet et l'éditrice est Suzanne Isoré chez Flammarion, et vous verrez, c'est un très joli livre. Affaire à suivre. Voilà. Merci Mathilde. À bientôt. À bientôt. Oui.